Bonjour Yann Lanier. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation suite à la publication de cette enquête. Un des enseignements principaux de cette enquête, c'est qu'il y a une demande de plus de liens intergénérationnels. Tout à fait. Les générations se croisent un petit peu. Et en fin de compte, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, et contrairement à ce que beaucoup racontent, il n'y a pas du tout de guerre larvée entre les générations. Mais au contraire, les 18-30 ans sont globalement demandeurs de plus de moments de rencontre avec les générations, avec leurs aînés en quelque sorte. Mais en fin de compte, quand on regarde bien les chiffres, ça ne représente qu'à peu près la moitié de la demande. C'est-à-dire que on voit aussi se fabriquer, et pour moi c'est l'un des enseignements principaux de cette étude, une sorte de phénomène d'autodénigrement. Les personnes les plus âgées sont persuadées qu'elles n'intéressent pas les jeunes. Et la même chose existe également chez les jeunes, un sentiment que leur vie n'intéresse pas les personnes âgées. Alors que quand la rencontre se fait, et on le voit beaucoup aux Petits Frères des Pauvres, avec de très jeunes bénévoles, qui sont auprès des personnes que nous accompagnons, et en général ces rencontres-là sont magiques. Et il y a cet éloignement aussi petit à petit du lien. Le lien ne se fait plus parce que, un éloignement géographique, il y a une prise d'indépendance et une soif de la part des jeunes de plus voir leurs grands-parents. Aujourd'hui, les jeunes ne voient pas assez leurs grands-parents. Oui, 56% des jeunes de 18-30 ans nous disent aujourd'hui regretter de ne pas voir suffisamment ses grands-parents. Alors dans nos parcours de vie, génération après génération, le fait de construire sa vie éloigne un petit peu du cercle familial. C'est d'autant plus vrai aujourd'hui avec des vies qui se déroulaient il y a encore moins d'un siècle, se déroulaient dans le même canton. C'était assez courant et c'était même la majorité des Français qui naissaient et mouraient dans le même canton. Aujourd'hui, on vit souvent loin de ces attaches familiales. C'est le travail, c'est la vie qui amène à laisser plusieurs dizaines, centaines, milliers de kilomètres de distance entre des petits-enfants et des grands-parents. Mais ce lien-là manque parfois à plus de la moitié des jeunes. Donc là aussi, il y a certainement des choses et des préconisations à faire et nous en faisons beaucoup dans ce rapport. Dans ce rapport aussi, on apprend, ce qui n'est pas une surprise, mais c'est que c'est dans la famille qui est la famille, le premier lieu de rencontre intergénérationnelle. Est-ce que le fait qu'il y ait cette distanciation entre les jeunes et les moins jeunes, c'est aussi lié à cette dissolution du lien familial? Est-ce que la famille est encore un lien fort entre jeunes et vieux? Moi, je veux le croire. Avec des guillemets, vieux. Mais vous savez, vieux est un mot qu'on revendique aux Petits Frères des Pauvres. C'est vrai que des fois, dans la logique un petit peu politiquement correcte de nos époques, on essaye de trouver des substitutifs, senior étant le plus usité. Sage. Vous savez, on est senior, on doit être senior au basket à 18 ou 19 ans, donc ou peut-être même avant. Donc vieux est un beau mot, il faut pas en avoir peur et je crois qu'il faut y compris revendiquer que vieillir est une chance. Donc vieillir y compris au sein d'une famille et la famille justement premier lieu de rencontre entre les générations. Oui, tout à fait. La famille est un lieu de construction des rencontres entre générations, de construction du lien social. On pointe aussi dans ce rapport, Pierre Hugues, un autre lieu extrêmement important et pour moi c'est l'une des surprises un petit peu de cette enquête que nous avons réalisée avec l'Institut CSA, c'est le travail comme creuset des relations, l'entreprise, pardon, comme creuset des relations intergénérationnelles. Au-delà de la famille, le lieu de travail est aussi un lieu où aujourd'hui, quand on est plutôt un jeune ou plutôt quelqu'un qui termine sa carrière, eh ben c'est le lieu où les interactions sociales entre les générations sont les plus fécondes et les plus réelles en quelque sorte. Beaucoup d'autres lieux sont cités, les associations, quelques lieux de rencontre, mais on n'y fait souvent que s'y croiser. Le travail, mentionné lorsque vous faites vos courses, ça m'a laissé un peu dubitatif. Je me suis dit, quand on fait ses courses, quand même, on ne fait que croiser les personnes plus jeunes. Oui, tout à fait. Donc il peut y avoir bien entendu des interactions, mais le lieu où se fabrique vraiment le lien social intergénérationnel, effectivement, la famille et le travail sont des choses importantes. Je pense que beaucoup d'autres lieux peuvent être utiles pour pouvoir créer ces relations intergénérationnelles. Le champ associatif en est un. Quand vous êtes bénévole dans une association, eh bien, vous pouvez, au sein d'une équipe de bénévoles, quel que soit l'objet, être souvent plusieurs générations de représentés. C'est moins le cas quand vous êtes adhérent, que vous avez une pratique, par exemple, sportive ou culturelle, où on s'aperçoit que là
là aussi, chacun est un peu dans son couloir de nage, qu'il y a des horaires. Il y a des horaires pour les actifs, il y a des horaires pour les ados, et il y a des horaires pour ceux qui sont déjà en retraite. Donc là, les occasions, et je m'adresse aussi aux responsables associatifs, les lieux de convivialité, les moments dans l'année où justement tous les adhérents se croisent, c'est très très important parce que on a souvent un intergénérationnel un petit peu fantasmé ou parfois même un petit peu de pacotille. Ouais. Je le pointe plusieurs fois dans ce rapport. Vous voyez, les liens entre une école maternelle, voire une crèche, et un EHPAD, où la moyenne d'âge est souvent supérieure à 85 ans. Sont souvent une manière assez factice de fabriquer de l'intergénérationnel, alors que le vrai intérêt, ce serait vraiment que toutes les générations puissent se croiser, et pas forcément de se dire, regardez, on a mis les plus petits avec les très très vieux, et c'est bon, on a rempli notre contrat. C'est pas ça l'intergénérationnel. La question qu'on se pose aussi, c'est un mot qu'on a à peine évoqué depuis le début de cet entretien, c'est le mot isolement ou solitude, la solitude des personnes âgées. Ce que révèle ce manque de lien intergénérationnel, c'est aussi ce qui est révélé par la solitude extrême des personnes âgées. Bien sûr, alors vous savez, ça c'est les petits frères des pauvres, tous les 4 ans, documentent dans un baromètre l'isolement social dans notre pays, l'isolement social des plus de 60 ans. Je rappelle à chaque fois que l'isolement social, ça n'est pas l'apanage des plus âgés, il y a aussi de l'isolement social dans les générations précédentes, mais nous, aux petits frères des pauvres, notre rôle, notre travail, notre cause, ce sont les personnes âgées. Notre dernier baromètre date de 2021. Nous avons documenté 530 000 personnes en situation de mort sociale, de plus de 60 ans dans le pays, c'est-à-dire coupées de 4 cercles relationnels majeurs. Plus de 2 millions de personnes... Expliquez ce que ça veut dire, 4 cercles relationnels majeurs. Eh bien, c'est-à-dire que quand vous êtes, ces 530 000 personnes sont coupées de la famille, des amis, de l'entreprise souvent parce que bien sûr ils ne travaillent plus, et aussi de la vie associative, de la vie sociale. Voilà, donc vous n'avez de contact avec personne. Et c'est pas des gens qui sont dans des établissements de soins ou des EHPAD. Ça peut être vos voisins, ça peut être votre voisin du palier du dessus. En janvier dernier, nous sortions la première analyse simplement en suivant malheureusement les rubriques faits divers dans la presse de ce qu'on appelle la mort solitaire. Vous savez, ces personnes que l'on retrouve des semaines, des mois, voire des années après leur décès. J'avais été frappé alors le nombre est peut-être peu signifiant parce que non seulement c'est pas scientifique notre comptage, hein, c'est simplement les faits qui ont été médiatisés. On avait recensé une quinzaine de personnes dans le pays, mais sur ces 15 personnes, 11 étaient décédées en immeuble, c'est-à-dire avec des voisins immédiats. Voilà. Donc moi, c'est ce chiffre-là qui m'avait frappé. Donc effectivement, l'isolement social est vraiment quelque chose qui est consubstantiel de l'absence de lien, bien entendu. Et on pointe aussi dans ce rapport, Pierre Hugues, le lien entre la précarité, entre les situations de précarité et la faiblesse des liens intergénérationnels. Si vous êtes en situation de précarité ou de pauvreté, le lien va se déliter encore plus vite. Vous n'allez pas recevoir vos petits-enfants, ou vos petits-enfants vont plus venir vous voir. Donc il faut absolument créer les conditions que les personnes les plus précaires, on puisse aussi être auprès d'eux pour vraiment travailler avec elles à la qualité de leurs liens et les aider. Vous écoutez RCF, nous sommes avec Yann Lagnier, le délégué général des Petits Frères des Pauvres, l'association qui publie ce matin un nouveau rapport sur l'isolement des personnes âgées et l'importance du lien entre les générations. Pourquoi est-il si important, ce lien entre les générations? Qu'est-ce qu'il a de fécond? Eh bien, il fait la société. Nous faisons société avec le lien entre les générations. 67 millions de Français qui ne se parleraient pas et qui vivraient côte à côte, pour reprendre les mots d'un ancien ministre de l'Intérieur. On ne fabrique pas la société en étant chaque génération un petit peu dans sa boîte. Même si ce concept de génération, il est un petit peu marketé, on voit très bien qu'on le montre et à plusieurs reprises dans ce rapport, à la fois sur le côté, là aussi, un petit peu factice, les fameuses, vous savez, génération X, génération Y, où on accole à ces générations un certain nombre de logiques.
Et on oublie un petit peu qu'une génération, d'abord, c'est à peu près 800 000 personnes, et que dans ces 800 000 personnes, il y a aussi des classes sociales différentes, et il y a des vieillesses comme il existe des jeunesses. Qu'est-ce que ça a d'important tout de même, ce lien intergénérationnel? Qu'est-ce qu'on y trouve quand un petit enfant va voir son grand-père, sa grand-mère? Qu'est-ce que ça lui apporte? Qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, la puissance des liens, c'est la puissance aussi de la transmission des valeurs. On se fabrique tous, notre ADN est fabriqué par la manière dont nous avons été en tant qu'être humain construits. Et je ne suis ni psychologue ni psychanalyste, mais on sait très bien l'importance de l'enfance dans la construction des liens. Mais moi, je suis frappé, au Petit Frères des Pauvres, nous accompagnons des milliers de personnes en situation d'isolement social. Et je suis toujours frappé par la manière dont l'isolement s'est construit pour ces personnes-là. Alors, il y a les accidents de la vie, il y a aussi beaucoup de conflits intrafamiliaux qui ont été mal réglés. Je suis très très frappé, par exemple, du nombre de personnes fâchées avec leurs enfants et qui aujourd'hui sont en situation d'isolement. Loin de moi l'idée de porter un jugement là-dessus, mais je me dis que la qualité des liens qu'on entretient tout au long de sa vie et la capacité qu'on a de dépasser un certain nombre de crises et de conflits est majeure pour la fabrication de son non-isolement l'âge venu. La vieillesse, c'est aussi au cœur de l'actualité avec cette loi à venir sur la fin de vie. La fin de la vie qui est si compliquée, si personnelle, si parfois aussi énigmatique. Quel regard portez-vous en ce moment sur ces débats? A priori, la proposition de loi qui devrait arriver mettrait à la fois en avant le suicide assisté et le développement des soins palliatifs. Quel est le regard des Petits Frères des Pauvres? Alors Pierre-Hugues, je vais reprendre votre propos parce que c'est intéressant. Vous avez parlé de fin de vie et de fin de la vie. Et ce sont deux notions différentes. Le gouvernement semble vouloir s'intéresser à la fin de vie. Il y a une pression sociale forte dans le pays. Nous avions fait l'année dernière, en décembre dernier, avec le président des Petits Frères des Pauvres, une tribune où on mettait en garde sur la situation de vulnérabilité particulière des personnes âgées, et notamment des plus précaires, qui, une fois des dispositifs légalisés dans le pays, que ce soit l'euthanasie ou le suicide assisté, pourraient être renvoyés à l'intériorisation d'une sorte d'inutilité et demander « Ah, alors moi j'attends la loi... » Je me sens inutile, donc je vais demander. Voilà, mais ça, vous savez, c'est un film coréen, je crois, l'année dernière, qui s'appelle Plan 75, qui en a beaucoup parlé. Donc, il faut être particulièrement vigilant à ces risques-là. Et en même temps, il faut aussi regarder la volonté des personnes, la respecter et voir comment... Moi, j'ai hâte de voir, une fois que ce projet de loi sera présenté par le Conseil des ministres, comment le débat va avoir lieu dans le pays. Et j'espère qu'on ne va pas avoir un débat purement binaire en mettant sans cesse en avant ces situations certes dramatiques, notamment des maladies de Charcot, etc. Les cas où la douleur ne peut pas être atténuée. Voilà, et en même temps, il faut regarder ce qui se passe en Suisse, ce qui se passe en Belgique, ce qui se passe en Oregon. Madame Firmin-Lebaudot, je pense, l'a fait avec beaucoup de sérieux. Donc, on va regarder ça. Vous avez des échanges avec elle, avec Agnès Firmin-Lebaudot? On a eu des échanges avec elle, effectivement. Mais encore une fois, moi maintenant, j'attends le texte pour qu'on puisse, à l'interne des Petits Frères des Pauvres, conduire notre réflexion. Mais notre attention pour l'instant, ça a été les situations de vulnérabilité requièrent un traitement particulier et il faut faire attention à ne... Et c'est pour ça que je me permettais de signaler cette fin de vie et fin de la vie. Vous savez, dans le champ de la petite enfance, on parle souvent des 300 ou des 500 premiers jours. Bien, je pense que dans le champ de la fin de la vie, on aurait beaucoup plus intérêt, non pas de parler des 15 derniers, mais de parler des 300 ou des 500 derniers. Parce que la fin de la vie, c'est ça. Et la gestion de la fin de la vie, c'est ça. Quand vous regardez, vous savez, la moyenne d'entrée en EHPAD, c'est 88 ans aujourd'hui. L'espérance de vie quand vous êtes en EHPAD, c'est 3-4 ans. Comment on arrive à construire dans notre pays, dans nos sociétés, une vraie fin de la vie digne et pas reléguée au banc de la société dans un EHPAD où personne ne veut voir ce qui s'y passe, sauf quand des scandales arrivent, où là tout d'un coup on a, y compris les politiques, donc un seul discours, c'est on va renforcer les contrôles. Et voilà, je trouve qu'il y a une sorte de... Enfin, vous savez, la loi sur la fin de vie risque d'arriver donc dans le débat public
avant le retour de la proposition de loi sur le bien vieillir. C'est quand même étonnant de parler de fin de vie et de reléguer un petit peu après la question du bien vieillir. Parce que ces choses-là sont intimement liées, mais j'espère qu'on mettra beaucoup plus de moyens sur le bien vieillir, ou en tout cas autant que sur les questions de soins palliatifs qui sont nécessairement aussi à beaucoup augmenter dans le pays. Merci beaucoup, Yann Lanier. Je rappelle que vous êtes le délégué général de l'association des Petits Frères des Pauvres. Merci beaucoup d'avoir accepté ce matin notre invitation. Merci.